Et je dois avouer que avant la semaine dernière, je ne connaissais pas la médecine narrative. Et j'ai découvert qu'il y avait même une chaire de médecine narrative. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, j'appelle la première communication du docteur Pierre Delvallée sur la décision en chirurgie. Bonjour, vous m'entendez? Oui, 15 minutes. Alors, je lance le diaporama, vous me direz si ça passe. Voilà, c'est bon? Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues membres de l'Académie nationale de chirurgie, Mesdames et Messieurs, décider, c'est choisir, décider, c'est trancher, décider, c'est volonté et pouvoir d'agir. De la décision à l'incision, puis à la précision de l'acte, le tronc commun étymologique est la césure, la séparation et la coupure. D'incision à précision, le lien avec la chirurgie s'impose de lui-même. La notion plus ou moins galvaudée de précision chirurgicale reste quand même une référence et témoigne encore maintenant dans l'imaginaire collectif du rapport étroit qui existe entre efficacité du geste et tempérament chirurgical, considéré comme la qualité d'une personne qui sait rapidement prendre parti et ne revient pas sans motif valable sur ce qu'elle a décidé. Ce peut être aussi la fermeté de caractère d'une personne qui sait prendre et assumer des choix difficiles. La décision, c'est l'action, et l'action, c'est la pensée en mouvement. Si, comme l'écrivait Paul Bourget de l'Académie française, le chirurgien est par excellence un homme d'action, il est donc fondamentalement un décideur qui donne un sens tout particulier au mouvement, au geste, pour en faire un acte thérapeutique, c'est-à-dire pour réparer un corps en souffrance. Mais c'est aussi un acte qui relève de l'esthétique, de l'art. Qu'est-ce que la chirurgie sinon la sobriété, la précision dans le geste, c'est l'ordre dans le mouvement, c'est la puissance dans la continuité de l'action, c'est la perfection dans la technique. Intuitivement, chacun a sa conception sur la façon dont il prend une décision. Cependant, toutes les décisions ne sont pas les mêmes. Conscientes ou non, toutes longuement réfléchies ou rapides, individuelles ou collectives, autant de caractéristiques qui rendent plus complexe une notion a priori simple. L'homme a toujours voulu marquer son environnement de sa volonté par ses décisions. Cette attitude volontariste relève des mêmes concepts que la pensée humaine apparue au cours de l'évolution. Si je suis, c'est que je pense, et si je pense, je décide. L'action est un mouvement de la pensée incarnée. Ainsi, elle relève de la philosophie de l'action des penseurs antiques. Pour eux, l'action-décision est une délibération suivie d'un passage à l'acte. D'après Aristote, dans son Éthique à Nicomaque, on loue le choix parce qu'il s'accorde plutôt avec les circonstances qu'avec la réalité. Et ce choix s'accompagne de raison et de réflexion. L'appel à la raison participe bien à la décision. Par ailleurs, nous délibérons sur ce qui s'exécute par nous-mêmes et d'une manière différente selon les cas. Ainsi donc, nous délibérons davantage sur les techniques que sur les sciences, car le doute est plus grand à leur sujet. L'incertitude est le cadre et l'origine de la décision. Enfin, pour Aristote encore, l'action est indissociable de la recherche du bien, de la vertu. Le médecin ne se demande pas s'il se propose de guérir le malade. Une fois la fin établie, on examine comment et par quels moyens on l'atteindra. Ainsi, la délibération porte sur ce qu'il peut exécuter par lui-même, les actions étant commandées par les résultats. Ainsi, la fin, qui est le bien, n'est pas discutable. C'est le fameux impératif catégorique de Kant. La décision porte sur les moyens d'arriver aux fins. Et la fin ne justifie pas n'importe quel moyen. Alain Berthoz est un neurophysiologiste français, membre de l'Académie des sciences et professeur honoraire au Collège de France, où il a occupé la chaire de physiologie de la perception et de l'action de 1993 à 2009. Il a publié entre autres deux ouvrages passionnants, Le sens du mouvement et La décision, sur les rapports entre le cerveau et la pensée en action. Il a développé la théorie motrice de la perception. D'après lui, la décision est une action qui est d'abord une perception. La perception n'est pas seulement une interprétation des messages sensoriels, elle est contrainte par l'action et les simulations internes de l'action, elle est jugement et prise de décision, elle est anticipation des conséquences de l'action. La perception est proactive, elle vous permet de dire, en voyant cette image,
que le chien n'est pas coupé en deux, mais qu'il passe derrière l'arbre. La décision est toujours prédiction, une anticipation de l'avenir. Le cerveau est avant tout une machine biologique à aller vite en anticipant. Chaque fois qu'il engage une action, il fait des hypothèses. Le cerveau est en quelque sorte un simulateur d'action, comme on parle d'un simulateur de vol. La prise de décision est un processus cognitif qui permet de sélectionner une option ou une action parmi un ensemble d'alternatives. Les choix, qui peuvent se traduire par le comportement du sujet, résultent des processus de décision. En chirurgie, la valeur de l'apprentissage des techniques par la répétition, par le nombre d'interventions vues et pratiquées, n'est plus à démontrer. C'est la définition même de l'expérience. L'homme est-il un décideur purement rationnel? Certainement non. Le prix Nobel d'économie en 2002 a récompensé les travaux non pas d'un économiste mais d'un psychologue, Daniel Kahneman, qui a démontré l'inefficacité en économie des modèles mathématiques essayant de prédire les comportements des consommateurs. En effet, les critères de décision, même en économie, sont bien plus variés que le simple intérêt rationnel du gain. Ils sont sensibles à des effets cognitifs et socioculturels. Ainsi, les émotions sont aussi des actions liées à des décisions. Les émotions, comme un stress brutal, peuvent se traduire par des signaux corporels, en particulier au niveau du visage, comme la rougeur des pommettes, des rictus, mais aussi une tachycardie, voire une perte de connaissance. En revanche, les sentiments sont privés, intimes, intériorisés, et selon le philosophe Alain Damasio, il s'agit alors de pensées, de concepts. En chirurgie, les sentiments sont utiles et même indispensables dans les phases délibératives. Les émotions, en revanche, doivent être contrôlées et c'est tout l'enjeu de la sélection des futurs chirurgiens et d'une formation longue, ardue et complexe à la prise de décision, aux enjeux capitaux, voire vitaux, dans des situations de stress liées à l'imprévu. La prise de décision est donc essentiellement un processus cognitif de sélection d'une action parmi un ensemble de possibilités qui vont entraîner des comportements différents du sujet qui décide. On peut distinguer ainsi les décisions perceptives qui se prennent dans des situations d'ambiguïté perceptive qui relèvent parfois d'un réflexe de survie. Ces décisions utilisent des circuits neuronaux courts, thalamo-amygdaliens puis corticaux pour le passage à l'acte. Les décisions économiques ou délibératives, fondées sur des processus de récompense ou préférence, elles reposent sur la comparaison de valeurs en fonction de l'objectif recherché et impliquent un processus d'évaluation de chaque option avant d'en choisir une. On distingue ainsi, en fonction du type de décision, un circuit neuronal court et un circuit long, thalamo-cortico-amygdalien. Et il existe aussi une zone, le cortex orbitofrontal, qui régule non seulement le circuit long, mais aussi à moindre degré le circuit court. Les décisions perceptives peuvent en effet survenir dans des contextes moins primaires que la seule survie, sous dépendance du cerveau reptilien archaïque. La décision en chirurgie est nécessairement transgression. Si être autonome, c'est décider de sa vie, du sens que l'on lui donne, décider, c'est aussi pouvoir s'affranchir des règles communes de suggestion, d'obéissance, de servitude. Là où les normes sont trop contraignantes, il n'y a plus d'incertitude. Donc plus de décisions délibératives, plus de dilemme éthique. La nécessité de la pénétration au plus profond du corps humain, dans ses parties les plus intimes, n'est pas un geste banal. En l'absence de conditions précises comme le but thérapeutique et le consentement exprimé du malade, l'acte chirurgical invasif pourrait être qualifié pénalement de coup et blessure volontaire. Si donc la transgression de règles sociales est admise comme une exception médicale, elle doit faire l'objet d'une délibération préalable, où la subjectivité du patient et du chirurgien doivent être prises en compte et assumées. Et si cette délibération peut être collective, la décision finale du passage à l'acte revient bien à celui qui en prendra ensuite la responsabilité. Car si le pouvoir de décision est un corollaire de la liberté d'agir et de penser et donne un pouvoir exceptionnel au chirurgien, il est aussi responsabilité engagée. Qu'est-ce que la responsabilité? C'est d'une part la capacité à prendre une décision sans en référer préalablement à une autorité supérieure, ce qui définit l'indépendance du médecin dans son exercice professionnel, mais aussi une obligation de remplir une charge, une mission, et cette obligation morale est un engagement. Le chirurgien est sur une ligne de crête entre pouvoir de guérir et pouvoir de nuire, et un certain nombre d'exemples dans l'histoire moderne démontrent malheureusement qu'il peut verser du côté obscur de la force. Ces décisions délibératives doivent donc intégrer les valeurs morales, voire juridiques, de son environnement social, ainsi que des considérations propres au patient, qui est en situation de faiblesse et de dépendance.
Le sexe biologique joue incontestablement un rôle dans le comportement décisionnel. Des études d'imagerie cérébrale suggèrent que les femmes ont tendance à avoir une connectivité plus forte entre les hémisphères cérébraux, ce qui pourrait être lié à des compétences verbales et sociales. En revanche, les hommes montrent souvent une connectivité plus forte au sein de chaque hémisphère, ce qui pourrait être associé à des compétences spatiales et analytiques. Le taux de testostérone joue un rôle important dans ces processus. Si ce taux est bien sûr important chez l'homme, il existe aussi chez la femme, avec des variations non négligeables dans chacun des sexes. D'après ces études scientifiques, les comportements des hommes et des femmes sont étroitement dépendants du taux de cette hormone. Si un taux élevé d'androgène est un facteur d'audace, d'initiative et donc d'innovation, il conduit aussi à des prises de risques parfois démesurées du fait d'un narcissisme exacerbé. Le modèle de plus en plus vilipendé du chirurgien mâle dominant et arrogant, voire harceleur, ne serait donc pas qu'un mythe. La femme, quant à elle, aurait plus le sens du collectif, de la prudence, de la protection, et introduirait plus de données de l'ordre des émotions et des sentiments dans ses capacités de décision. Là encore, cela serait bien compatible avec les remontées de patients, hommes ou femmes, qui se trouvent mieux écoutés par des chirurgiennes que par leurs collègues masculins. À l'heure de la méfiance vis-à-vis du pouvoir individuel et de la mise en avant des décisions collectives, il y a donc certainement une place pour la mixité dans les phases essentiellement délibératives de la décision chirurgicale. On peut distinguer dans le parcours de soins d'un patient en chirurgie deux concepts bien entendu très intriqués. La mission, qui est la prise en charge complète et continue d'un patient jusqu'au résultat et qui nécessite des décisions stratégiques, objectifs, cahier des charges, limites opérationnelles, considérations éthiques. Celles-ci sont de nature délibérative et doivent tenir compte de critères très différents tenant au patient, mais aussi au chirurgien et à l'objectif même de la mission. C'est aussi dans cette phase que la notion d'équipe opérationnelle prend tout son sens. L'analogie avec une mission de commando militaire est tout à fait pertinente, avec le briefing avant un départ en mission. Le terme de mission est capital, car, comme dans d'autres domaines, la mission fixe un objectif, mais laisse aux professionnels le choix des moyens, aussi bien stratégiques que tactiques sur le terrain. C'est la capacité d'initiative, donc de décision à la fois délibérative et perceptive, qui fait le succès de la mission. C'est à cette phase qu'intervient le cortex orbitofrontal de régulation et où peut se poser un dilemme éthique entre deux impératifs moraux contradictoires. L'acte, le geste opératoire, représente une parenthèse spatio-temporelle, nécessitant surtout des décisions tactiques, au cours desquelles on doit faire abstraction des interférences émotionnelles. Dans cette phase, le chirurgien, comme d'ailleurs un commando individuel, est souvent seul pour prendre des décisions sur le terrain sans recours possible. Il y a de toute façon besoin pour une mission d'un chef qui en prend la responsabilité opérationnelle. Il y a quelques années, une fiche métier du chirurgien est parue dans un journal français, Le Quotidien, qui publiait des articles pour l'orientation des lycéens. Il est intéressant de constater qu'il ne s'agit pas d'une fiche de poste d'exécutant, mais effectivement d'une mission. Il s'agit de poser un diagnostic, d'exposer une indication, de réaliser l'opération chirurgicale, de diriger l'équipe du personnel soignant, de prescrire les soins post-opératoires et de rencontrer les patients pour le suivi. Tout cela, c'est du copier-coller sur ce que j'ai pu trouver sur cet article du quotidien. On remarque que la plupart des décisions sont de nature délibérative. Seule l'opération chirurgicale au bloc opératoire comprend certainement des décisions perceptives au fur et à mesure que le toucher et la vision renvoient des informations au cerveau. Il existe à ce moment-là également un blocage des émotions qui serait, péjorative pour la menée de la mission. In fine, qui décide de faire? Nous connaissons tous cette phrase à la fin de beaucoup de consultations, c'est j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit, mais faut-il le faire, docteur? Et le chirurgien, là, sait quoi faire, il sait le faire, mais doit-il le faire? C'est un peu comme l'angoisse du gardien de foot au moment du penalty. La notion d'équipe intervient à ce moment-là, avec des bémols quand même, parce que la notion d'équipe, quand c'est le succès, c'est toujours attribué à l'équipe. Quand c'est un échec, le chirurgien se retrouve souvent seul devant cet échec. Le chirurgien va-t-il rester un médecin décideur? Si l'on met en comparaison, ou plutôt en perspective, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024,
Et la proposition de la CNAM, le jeudi 3 octobre 2024, au comité social d'entreprise de la CNAM, on s'aperçoit que de plus en plus, les prescriptions comme un acte opératoire, par exemple, comme une indication opératoire, mais aussi les prescriptions de médicaments, vont être conditionnées, le remboursement va être conditionné aux renseignements adressés dans un premier temps au service médical de la CNAM, des informations couvertes par le secret médical, diagnostic, indication, etc. Si l'on met ça en perspective avec le fait que la proposition de la CNAM consiste à mettre sous tutelle le service médical, supprimer le service médical de l'assurance maladie à compter du mois d'avril 2025 pour le passer sous la direction des caisses elles-mêmes, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de capacités de décision autonomes et indépendantes des médecins et des chirurgiens. Si l'on ajoute à ça qu'à l'Académie de médecine, en octobre 2024, à la conférence des moyens, l'ensemble, enfin du moins le rapport qui a été donné dans les médias, est d'aller vers une délégation de plus en plus importante, avec des partages de conséquences. Il faut qu'on casse ce patriarcat du monde médical sur des exécutions. Le temps médical, il faut le réserver pour les choses complexes. Ce qui est moins complexe, on délègue et on contrôle. Tout ça, c'est une partition de plus en plus du chirurgien. Est-on en train de passer d'un artisan décideur à un tâcheron spécialisé? On s'aperçoit que, en reprenant tous les items de la mission d'un chirurgien, tout ce qui dépend des décisions délibératives sont de plus en plus délégués, confiés, soit à une réunion pluridisciplinaire, soit à une intelligence artificielle pour le diagnostic, certains, pour le médecin prescripteur quelquefois. Seul reste à la charge du chirurgien ce qui concerne l'opération chirurgicale elle-même au bloc opératoire, qui a à la fois des décisions délibératives et en même temps des décisions perceptives. Le chirurgien est de moins en moins un médecin décideur. Et ainsi, la pensée et l'action sont en train de se disjoindre. L'acteur décideur est soumis à un médiateur contrôleur. La décision opérationnelle individuelle laisse la place à une stratégie collective voulue rationnelle et efficiente, coût-efficacité dirigée par des financiers. La responsabilité de la décision de l'opérateur est diluée dans l'irresponsabilité confortable d'une équipe anonymisée. Le processus gratifiant cognitif, qui est la récompense de la décision économique délibérative issue de la relation chirurgien-patient, est ainsi voué à disparaître. Ainsi disparaîtra aussi la perte de sens, disparaît la perte de sens de l'action. Et cette perte de sens de l'action est incontestablement une perte de chance pour les patients et conduit à l'épuisement professionnel pour le chirurgien qui a perdu le sens de son activité. Si l'opérateur n'est plus décideur à part entière durant tout le processus de la mission chirurgicale, est-il toujours un chirurgien? Est-il même un médecin? Qui ou quoi nous opérera demain? Je vous remercie de votre attention. Merci au docteur de Vallée. Néanmoins, vous n'avez pas du tout évoqué la nouvelle chirurgie qui est quand même la robotique, la simulation et l'intelligence artificielle. Et vous avez évoqué surtout la chirurgie d'autrefois. Alors ma question est tout à fait simple. Quelle décision du chirurgien face à l'intelligence artificielle? Parce que c'est ça le véritable problème actuellement dans les blocs opératoires. Je vous renvoie, si je puis dire, à ma précédente communication qui était sur l'intelligence naturelle des chirurgiens, qui est justement celle-là. L'intelligence artificielle ne décide pas, ou du moins elle doit rester un outil qui justement ne prend pas de décision. Elle ne fait qu'appliquer. Et l'intelligence artificielle pourra, à mon avis, beaucoup plus, ou si elle est employée autrement, ça sera une catastrophe, mais si elle est employée comme une aide à la décision en cours d'intervention, c'est très bien parce que maintenant on est en train de développer de tels percepteurs, de tels récepteurs du toucher, etc., des mains artificielles qui sont encore plus sensibles que la main humaine, et ça va certainement progresser. Donc à la limite, c'est l'acte qui va échapper au chirurgien. Mais si le chirurgien ne reste pas maître des décisions, faut-il le faire? Dois-je le faire? L'intelligence artificielle, elle va raisonner rationnellement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de, elle ne va pas raisonner en termes d'éthique. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, j'ai fait exprès de ne pas la mettre là-dedans parce que pour moi, ça reste et ça doit rester un outil et non pas un outil décisionnel. Néanmoins, la robotique existe depuis un certain nombre d'années.
Et elle explose actuellement grâce au couple intelligence artificielle robotique. Précision du perpétuel. Effectivement, je trouve que cette communication est bienvenue parce qu'elle nous fait réfléchir. Nous avons appris cette semaine que le robot maintenant peut opérer seul en se passant le chirurgien. Hein, je parle du robot Da Vinci. À partir du machine learning de 7000 vidéos, il est capable de réaliser lui-même les gestes qui sont réalisés par les chirurgiens. Effectivement, la question que ça pose, et d'ailleurs, les pilotes ont un peu ce problème, les pilotes de ligne, puisque il y a une espèce de, je ne vais pas dire de concurrence, il y a sûrement une collaboration, mais chez Boeing, les pilotes, à propos du 767 MAX, je ne suis pas du tout un spécialiste, on dit, ah oui, mais on a donné trop de pouvoir à la technique et on ne nous a pas assez entendus. Et je pense que nous allons probablement, nous, chirurgiens, se trouver confrontés à ces problématiques. Et ça mérite qu'on y réfléchisse, oui. Je pense que, je pense que la comparaison avec les pilotes de ligne qu'on fait régulièrement est inadaptée. J'ai discuté avec un médecin qui est responsable de la gestion des risques dans une grande société d'assurance et qui avait eu une excellente remarque, c'est que il faut pas comparer les chirurgiens à un pilote de ligne, il faut le comparer à un pilote de chasse, pas un pilote de ligne, un pilote de chasse. Parce que le pilote de chasse, non, non, chaque intervention, tant soit peu complexe, est une mission de chasse, soit d'entraînement, soit opérationnelle, réelle. Mais combien parce que les réactions sont les mêmes. Il faut un briefing, il faut un débriefing. Et nous avions à l'Académie, il y a quelques mois, l'intervention d'un ex-pilote de chasse qui nous expliquait qu'il restait quand même, que maintenant les patrouilles étaient formées probablement d'un pilote humain et de deux drones. Voilà. Mais il dit aussi qu'il manquera toujours le briefing au bar du mess au retour pour faire le débriefing. La composante humaine dans des missions à haut risque comme ça et les décisions qui doivent être prises en temps réel sont plutôt, voilà, les pilotes de ligne, il a une relation homme-machine. Il n'a pas une relation homme-homme. Et cette composante ne peut pas être éliminée, ou alors il faut transformer le patient qui est sur la table en un objet ou une machine finalement à réparer. Doyen Koudane, hein. Merci, mon cher Pierre. Donc, c'est Henri Coudane. Voilà. Je te remercie pour cette analyse philosophico-éthique. Et j'aurais une question à te poser, puisque tu as mis en exergue l'importance des travaux de Spinoza, et en particulier sa pierre angulaire, qui, comme tu le sais, est ce qu'on appelle le conatus. Le conatus, c'est-à-dire ce qui permet au chirurgien, d'une certaine manière et par une digression de la grande éthique de Spinoza, de concourir à la joie ou à la tristesse. Je pense, quant à moi, et c'est la question que je voulais te poser, que ce concept, donc purement philosophique, hein, je rentre dans des détails, mais je connais bien le problème, comme tu le sais, puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises, que c'est un petit peu restreindre pour une certaine question qui est fondamentale à mon avis, c'est que contrairement aux philosophes qui s'intéressent à l'éthique, c'est-à-dire à la discussion, le chirurgien est avant tout un homme d'action. Et cette action lui permet effectivement, à travers le conatus, c'est-à-dire puisque le conatus vient de conari, qui veut dire effort en latin, de prendre une décision, et c'est quand même tout à fait particulier. Qu'en penses-tu? D'abord, je n'ai pas cité Spinoza parce que je le connais mal et que Tu as cité la grande éthique, alors ah juste. non, non, j'ai cité Aristote avec l'éthique à Nicomaque, mais je n'ai pas cité Spinoza, donc je ne me lancerai pas sur ce terrain que je ne connais pas, et je ne connais pas non plus vraiment le conatus. La seule chose que je pense, c'est que il faut dans notre métier éprouver de la joie à opérer. Si on fait ça par contrainte, on le fera jamais bien. Voilà. Et quant à la relation comme l'homme d'action, toujours Paul Bourget disait qu'on peut être à la fois un homme d'action
et se regarder agir. Et je crois que c'était en préface d'un livre de Jean-Louis Faure qui s'appelle L'âme du chirurgien, où il précisait ça. Et je crois que effectivement, le principe enfin, que l'action est indissociable de l'éthique. L'éthique à Nicomaque, ce n'est que des principes ou des réflexions sur l'action. Merci. Direct. D'abord, merci Pierre pour ce rappel important que tu as fait et pour la tendance actuelle à faire disparaître l'autonomie du chirurgien. On a, on n'a pas parlé, on ne parle pas de ce que pense le futur malade face à cette évolution. Tous les jours, on l'affronte en consultation encore, c'est-à-dire que le patient nous félicite quand on parle avec lui un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure s'il faut. Et je crois que c'est ce qu'il faut garder, euh, parce que dans ce tableau épouvantable que tu montres de la disparition totale de l'autonomie du chirurgien, il y a deux mots qui me viennent. Il y a le mot transgression, parce que on aura beau faire la meilleure analyse possible de ce qui va se passer pendant un acte chirurgical, il y a toujours l'imprévu. L'imprévu, et donc, il faut qu'on soit prêt à cet imprévu. Et si on marche dans cette voie-là, je crois qu'on va être absolument incapable de gérer l'imprévu. Donc, il faut réfléchir à ça. Je suis 100% d'accord, bien sûr. Une question du professeur Benamou. Oui, bonjour et merci pour cet exposé très intéressant, Pierre. Certes, la responsabilité individuelle dans la prise de décision du chirurgien reste certainement l'un des piliers de l'analyse de la responsabilité en matière de santé, mais je pense qu'elle subit quand même une forte évolution dans la mesure où il y a une responsabilité d'équipe et une responsabilité collective. Parce que quel que soit finalement le système dans lequel le chirurgien intervient pour produire un acte, il est très dépendant de l'ensemble à la fois humain et technologique sur lequel actuellement on intervient. C'est la raison pour laquelle dans le congrès qu'on va organiser la semaine prochaine sur chirurgie 4.0, il apparaît très clairement que l'écosystème du chirurgien est complètement bouleversé par effectivement ce qui a été souligné déjà par Olivier et par d'autres, c'est la prise de décision partagée, certes avec des aides pour lesquelles peut-être avec l'intelligence artificielle, on peut espérer une sécurité et une sélectivité en matière d'amélioration de la performance chirurgicale, de la performance opératoire. Mais il apparaît aussi que tous les outils avec lesquels on va travailler ont finalement non pas seulement une autonomie, mais aussi une forme de possibilité d'avoir des défaillances et donc d'entraîner des risques iatrogènes, des risques, etc. Alors évidemment, avec l'environnement dans lequel finalement on voit avec les blocs connectés, on sera amené à opérer, c'est-à-dire avec des capteurs de tout ce que nous allons faire, une espèce de mouchard permanent, mais en même temps qui n'est pas forcément négatif. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des alertes et des feedbacks qui vont nous permettre de mieux contrôler la performance opératoire. Voilà, alors tout ceci me conduit à ne pas faire à délayer complètement l'idée d'une responsabilité individuelle, mais c'est finalement une responsabilité malgré tout au sein d'une équipe. On est tous co-responsables de ce qui se produit dans un acte opératoire.
aussi bien l'équipe d'anesthésie et réanimation, les anesthésistes, les penseurs, les aides opératoires, etc., et les outils sur lesquels finalement on apporte maintenant une évolution considérable, hein, transformante. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du On tout peut ne pas d'accord. être d'accord, mais Non, non, non. Je pense que on a besoin d'un débat sur ces sujets. oui, tout à fait. Mais je pense que on parle de responsabilité, mais on dilue ça. Voilà, l'équipe. Et ça, je pense qu'il y a une approche qui est très différente entre des gens qui ont eu à supporter la responsabilité civile, individuelle, professionnelle dans le secteur libéral et ceux qui travaillent dans le secteur public. Alors, la responsabilité morale, bien entendu, il ne s'agit pas de la discuter, elle est pareille pour tout le monde, mais c'est une responsabilité morale individuelle. Là où ça commence à poser des problèmes, et on le voit parfaitement, depuis la judiciarisation qui a commencé aux États-Unis et qui gagne tous les pays occidentaux, en particulier la France, l'attitude est complètement différente. Et il ne faut pas oublier que, en tout cas en secteur libéral, la médecine défensive ou la chirurgie défensive prend de plus en plus d'importance. Qui va prendre des risques maintenant en étant en permanence surveillé, puis sous le risque d'une mise en cause qui est toute expertise, et je suis expert auprès des cours d'appel administratives et judiciaires depuis plus de 20 ans. Je suis spécialiste en accidents médicaux et comme le dit Amal Berti, qui est spécialiste de gestion des risques, le chirurgien, c'est la deuxième victime de ce genre de choses. Donc, il ne faut pas s'étonner que de moins en moins de gens veuillent faire de la chirurgie en libéral parce que ils ne sont pas protégés par le système qui. Voilà. Alors, l'équipe, c'est en sort ça. Est-ce que vous avez déjà vu une équipe qui allait devant un tribunal? Jamais. Hein, une équipe chirurgicale quand l'opération ne marche pas ou qu'il y a un échec, etc., c'est soit de la responsabilité administrative et c'est l'hôpital qui paye ou l'assurance qui paye. On ne voit même pas le chirurgien d'ailleurs qui vient en expertise dans ces cas-là, même si c'est lui qui a réalisé l'erreur. C'est quand même assez déplorable. Donc effectivement, il y a une perte de responsabilité de plus en plus et cette chirurgie défensive ne va pas aller dans le sens des patients. Je crois fermement que l'intérêt des patients, c'est qu'un décideur, un homme qui a une responsabilité personnelle, intuitu personae, doit s'engager vis-à-vis d'un patient chirurgical. Ou alors, ça devient un technicien qui fait un acte et qui délègue aux autres la responsabilité de ce qui va se passer après. Mon cher Pierre, il est peut-être, c'est pas le lieu d'engager le débat sur la responsabilité qu'on appelle administrative et la responsabilité civile. Tu sais très bien qu'on en a longuement parlé, que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que le chirurgien, qu'il soit en activité libérale, comme tu le mets, comme tu donnes l'exemple, ou en activité publique, c'est finalement le même homme qui a les mêmes concepts d'éthique et de morale. Il est vrai que la justice est faite de telle façon que les fonctionnaires, de par la Constitution, sont, entre guillemets, c'est ce que tu dis, protégés. En fait, on n'est pas plus protégé que toi, qui est surtout en activité libérale. Tu dis que tu es expert, effectivement, près la Cour d'appel de Toulouse, si j'ai bonne mémoire, et c'est ainsi que de juridiction administrative. Avec le président Olivier Jardet, nous sommes aussi experts, agréés par la Cour de cassation, et mettre en balance cette dichotomie me paraît être, mon cher Pierre, une nouvelle fois tout à fait superfétatoire. Les chirurgiens sont unis, ce sont les mêmes doigts de la main, qu'ils soient en libéral ou qu'ils soient en public, ils ont les mêmes principes de moralité et d'éthique et qui sont aussi les siens, les tiens. Non, Merci. mon cher Henri, je ne veux pas. Nous avons eu ce débat longtemps et il ne s'agit pas de unir. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec cette attitude parce que vous ne vivez pas ce que vivent les chirurgiens libéraux et c'est une espèce d'unité de façade. Mais la judiciarisation et la chirurgie défensive en secteur libéral est une réalité. C'est une Comme réalité. dans le secteur public. Je vais passer la parole au Brésil, professeur Hudson. Merci, merci beaucoup, professeur Pierre. Vous avez dit sur Je ne suis pas la professeur. Je chirurgie, ne suis pas professeur. excusez-moi, Pierre Devalet,
vous avez dit sur la chirurgie défensive. Mais moi, je pense que la chirurgie défensive, dans le cadre d'ophtalmologie, aujourd'hui, est faite d'une manière minimamente invasive. Je vais vous expliquer sur ça. Parce que les chirurgies vitréorétiniennes sont très compliquées. Alors, les cas de rétinopathie diabétique, détachement de la rétine, ce type de choses, il ne faut pas avancer beaucoup. Si vous pouviez faire les cas simples avec l'exaction minimum invasive, parce qu'il y a des complications. C'est ça que je pense que vous voulez dire sur la chirurgie défensive. Non, excusez-moi, mais je crois qu'il y a une question de terme. La médecine défensive, ce qu'on appelle, nous, la médecine défensive ou la chirurgie défensive, c'est le fait de tenir compte dans les critères d'indication du risque médico-légal. C'est-à-dire, on ne fera pas des opérations à risque, on fera de moins en moins des opérations à risque qui risquent de nous amener devant un tribunal à se défendre. Parce plus elles sont à risque, plus on a de risques effectivement de se retrouver mis en cause. Et même si à la fin des fins, c'est après plusieurs années de procédure, on a quelqu'un finalement décide qu'on n'a pas été coupable d'avoir mal agi, eh bien c'est un traumatisme important. Et de plus en plus, en médecine d'ailleurs comme en chirurgie, il y a cet aspect de chirurgie défensive, mais c'est sur un plan médico-légal. Oui, 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 je comprends. Parce que dans la médecine, dans la rétinologie, si vous voulez opérer un cas avec pas beaucoup de chances d'avoir un résultat bon, avec une perception seulement de la luminosité, par exemple, il ne faut pas opérer. Alors, c'est une chose à considérer, mais je ne pense pas que l'intelligence artificielle pouvait décider pour les chirurgiens dans la chirurgie. Merci. Moi, je partage ce qu'a dit Henri Coudane, c'est-à-dire que nous avons tant les chirurgiens publics que les chirurgiens privés les mêmes valeurs. Il n'en reste pas moins qu'en libéral, on est civilement responsable, ce qui n'est pas du tout le cas des praticiens publics, qui ne sont que pénalement responsables. Et ça a clairement orienté une partie de notre vie professionnelle. Moi, j'étais PH temps partiel en CHU, j'ai eu une grosse activité en privé. On ne gère pas les malades, ni les malades de la même façon. Et je suis parfaitement d'accord avec Pierre Devalet.